rebonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour l'après-midi de cette 4e journée des rencontres du développement durable, donc organisée en association par l'Institut Open Diplomacy et l'École nationale supérieure des arts et métiers, qui sera bien représentée aujourd'hui. Donc je m'appelle Jean-Baptiste Boissou, je suis junior fellow de l'Institut Open Diplomacy et je vais mener donc cette 2e table ronde de la journée qui va avoir pour thème Industrie 4.0, une industrie plus sociale. Donc pour aborder cette thématique clé, j'ai un panel d'intervenants particulièrement experts et particulièrement intéressants sur le plateau ici, qui sont tous en présentiel. Donc Monsieur Cyril Combe, directeur du bureau pour la France de l'OIT, Monsieur Olivier Luanti, associé PwC France et Maghreb et ancien délégué au territoire d'industrie, Madame Agnès Audier, présidente de l'Impact Tank, et Monsieur Xavier Château, directeur délégué du groupe Arts et Métiers, justement. Donc notre table ronde va nous occuper pour 1h20, donc autour d'une thématique clé qui a été mise en avant par la crise pandémique, donc qui a été une véritable rupture pour l'industrie. On l'a bien vu dans les chaînes de valeur, l'arrêt des investissements, un chômage partiel massif, voilà, beaucoup de facteurs qui nous obligent à repenser l'industrie. Et repenser l'industrie dans un cadre durable, justement celui des RDD, c'est également penser une industrie plus sociale. Donc on parle ici de qualité du travail, on parle ici d'éducation, voilà, de nombreuses mutations sociales qui vont tout à fait rentrer dans cette évolution du cadre industriel. Je vais peut-être commencer, donc puisqu'on parle d'industrie 4.0, j'aimerais bien avoir votre avis donc, sur la question du numérique, qui est l'apport numéro 1 dans cette nouvelle vague industrielle. Est-ce que finalement le numérique et plus largement les objets connectés qui sont utilisés dans cette nouvelle industrie vont être moteurs d'une industrie plus sociale par rapport aux différentes vagues industrielles qu'on avait vécues précédemment? Est-ce que finalement il y aura des freins à surmonter? Voilà, quel est un petit peu votre avis et votre ressenti par rapport à ce qui peut déjà être implémenté? On va peut-être commencer avec vous, Monsieur Xavier Château. Voilà, vous êtes directeur d'une grande école qui forme des jeunes à ces thématiques. Est-ce que le numérique aujourd'hui dans l'enseignement, c'est quelque chose qui est présenté comme un moteur de bien-être au travail pour l'industrie 4.0? Complètement, on a reformaté justement l'ensemble de notre pédagogie au fur et à mesure justement des évolutions. On a la chance d'être dans une école qui est très en lien avec les entreprises. Hein. On se prétend être l'école de l'industrie, donc on est très en lien avec les industriels et on voit effectivement cette synergie entre les besoins des entreprises et les formations d'ingénieurs autour de la mise en sécurité de postes de travail, autour d'une ressource qui est donnée aux salariés dans l'industrie pour leur permettre justement de mieux appréhender leur métier et d'améliorer leurs conditions de travail. Donc c'est ce qu'on observe. On voit beaucoup un mouvement très intéressant avec le numérique comme un véritable apport au service des salariés des entreprises, c'est ce qu'on observe pour l'instant dans certaines entreprises du secteur industriel. Très bien, très très clair. Et vous parlez justement donc, de formation des nouveaux ingénieurs. Donc, ces questions du numérique, c'est quelque chose qui est souvent présenté comme un enjeu pour les jeunes générations, entre guillemets, au sens à peu près large. Est-ce que vous voyez une fracture générationnelle ou culturelle qui pourrait justement être un frein à cette transition écologique? Alors, cette transition industrielle, pardon. Je vais peut-être me tourner vers vous, Monsieur Combe, justement, dans la façon de travailler, finalement, ce qui est la mission prioritaire de l'OIT. Comment s'implémentent en fait ces nouvelles innovations qui peuvent peut-être perturber, en bien ou en mal, les grandes lignes du travail qui étaient justement mises en place à présent? Est-ce que ça crée une fracture générationnelle? Est-ce que c'est quelque chose qui peut menacer une industrie 4.0 qui serait pas si sociale que ça? Bon, il y a probablement un risque effectivement de fracture entre les générations, mais je pense que l'essentiel n'est pas là et ça se prévient. Ça se prévient tout simplement à travers ce qu'on appelle l'éducation et la formation tout au long de la vie. Donc je pense que la réponse, c'est de se situer dans l'anticipation. Mais si vous me permettez, moi j'aurais envie de revenir sur votre question initiale, de savoir si l'industrie 4.0 est nécessairement une industrie plus sociale. Et moi, à cette question, j'ai envie de vous... Enfin, là, je crois que la réponse courte, c'est de dire que ça dépend. Mais il n'y a rien d'automatique. Hein. Ça fait maintenant plusieurs années à l'Organisation internationale du travail qu'on mène une réflexion collective avec nos mandants, hein, qui ne sont pas seulement les gouvernements des États, mais aussi les partenaires sociaux de nos 187 États membres. Et véritablement, le message qu'on essaye de faire passer, c'est que le futur du travail, il n'est pas prédéterminé par des innovations technologiques ou des mutations technologiques. Et c'est peut-être finalement la différence entre le travail
et l'industrie, c'est que sans doute que les innovations technologiques, on a la perspective historique des différentes révolutions industrielles depuis maintenant 2 siècles, on voit bien que d'une certaine façon, ça prédétermine les nouvelles façons de produire. Mais ça ne détermine pas forcément les nouvelles façons de travailler. Parce que derrière le travail, il y a quand même des femmes et des hommes, on est sur de l'humain. Et par conséquent, ce qui déterminera le futur du travail, c'est des choix d'organisation. Et l'organisation d'une entreprise, c'est une organisation essentiellement humaine. Donc moi, j'insisterai là-dessus. Rien n'est écrit d'avance. Et ça dépend véritablement des choix que l'on fait. Et alors après, quand on appelle de ses voeux une industrie 4.0 plus humaine, après, il faut se demander qu'est-ce que ça veut dire concrètement et comment on y arrive. Très, très clair. Et d'accord, donc une industrie plus humaine, une industrie qui va muter dans sa façon de fonctionner. Donc, est-ce que le numérique est un moteur et finalement un outil plus à utiliser pour avoir une industrie plus sociale, ou est-ce que c'est le numérique en lui-même qui serait moteur de cette je crois qu'encore une fois, la technologie numérique, le numérique dit comme ça, il est ni bon ni mauvais en soi par rapport à la qualité du travail, par rapport aux conditions de travail. Tout dépend de son usage. Tout dépend de la façon dont les acteurs du travail se l'approprient. Pour donner un exemple simple que tout le monde a expérimenté sur les 18 derniers mois, si vous prenez le télétravail, par exemple, c'est une organisation du travail qui a été rendue, c'est un travail à distanciel, qui a été rendu possible par la diffusion sur une grande échelle des nouvelles technologies numériques. Alors même si en France, il semble que selon les enquêtes d'opinion, le télétravail, j'ai l'impression qu'il y a plus de gens pour que contre, malgré tout, il y a des cas où ça ne s'est pas bien passé. Ça ne s'est pas bien passé parce que visiblement, l'organisation du travail, le management, ne s'est pas adapté à ce bon usage du numérique. Donc, vraiment, la question essentielle, c'est de savoir comment on se l'approprie. Et pour aller un petit peu plus loin, si je peux, dans cette interrogation, ça implique nécessairement, puisqu'on parle d'industrie, une rupture assez franche avec l'organisation du travail industriel hérité des précédentes révolutions industrielles, le fameux taylorisme, cette parcellisation du travail, cette séparation des tâches de conception et des tâches d'exécution. L'industrie 4.0, elle sera probablement plus sociale si on arrive véritablement à considérer les femmes et les hommes au travail comme des ressources, je dirais, pour la performance, pour l'innovation, ce qui passe par une plus grande autonomie, une plus grande responsabilité, probablement, mais aussi une adéquation des moyens et des obligations de résultat qu'on donne à ces femmes et à ces hommes au travail. Encore une fois, pour revenir sur l'exemple du télétravail, lorsque ça s'est bien passé, lorsque l'entreprise s'y retrouve et lorsque les salariés s'y retrouvent, c'est qu'on a adapté des formes de management axées sur les résultats, axées sur l'autonomie. Parce que la technologie numérique en tant que telle, encore une fois, elle peut tout à fait aboutir à un travail encore plus prescrit, encore plus subordonné que ce qu'on avait pu connaître dans les bonnes vieilles industries des années 50, avec les multiples possibilités de contrôler les gestes du salarié par les écrans, par les claviers, par les mouvements de souris. On peut aboutir véritablement à un enfer social du point de vue des nouvelles technologies numériques. Bien entendu, ce n'est pas vers ça qu'il faut s'orienter, mais encore une fois, ça dépend de choix humains, je dirais, de choix d'organisation. Bien sûr, très clair. Et est-ce que, j'aimerais bien entendre M. Luandi et Mme Maudier justement sur cette question, parler de bonne vieille industrie des années 50, et donc c'est un petit peu à mettre en vis-à-vis de l'industrie 4.0 qui, par le numérique, est présentée comme un graal de progrès, un graal d'innovation, et donc forcément quelque chose de positif. Est-ce que finalement, industrie 4.0, c'est une dénomination qui convient encore ? Est-ce que en fait, elle est déjà présente et on est déjà en train de passer à un autre type d'industrie qui dépasse encore l'industrie 4.0 ? Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il y a un narratif derrière qui est à revoir vis-à-vis du numérique ? Si je démarre, je crois que le mot qu'on utilise n'est pas le plus important. C'est un mot qui s'est un peu imposé au fil des années. Il a au moins le mérite qu'on voit à peu près de quoi on parle. Mais justement, je voudrais revenir sur ce point-là. Je pense qu'on a une représentation mentale qui est un peu fausse en général. On voit
l'industrie 4.0, l'usine du futur, comme une usine toute neuve, comme si on avait jeté tous les actifs, toutes les chaînes de production, on avait tout reconstruit tout neuf et qu'on pouvait presque pique-niquer au milieu de l'usine. En fait, Industrie 4.0, ça consiste à beaucoup travailler sur la donnée, c'est-à-dire en fait bourrer de données les chaînes de production et après pouvoir utiliser ces données à plein de finalités, mais notamment des finalités d'optimisation énergétique, d'optimisation de coûts. Et les données, elles viennent de capteurs, elles viennent de caméras, elles viennent de capteurs sonores, etc. Donc on est sur de la donnée et donc une grande partie des usines 4.0 progressivement sont des usines en fait assez anciennes. Heureusement qu'on n'est pas obligé de rénover entièrement toutes les chaînes de production, sinon on aurait des coûts complètement prohibitifs, on aurait, comme on dit financièrement, des write-off de capex absolument indigérables pour les entreprises. Et de la même façon, pour rebondir sur ce que disait mon voisin, sur le sujet de l'emploi, en fait, on a de tout. On a à la fois Industrie 4.0, ça permet de développer des postes d'ingénieurs, de data scientists, des jobs très diplômés et très sophistiqués. Et ça permet aussi de remplacer des travailleurs qualifiés par des travailleurs moins qualifiés parce que, par exemple, avec de la réalité augmentée, on peut finalement former très vite des gens à des tâches assez répétitives. On peut ne pas avoir des experts partout, mais des gens qui sont capables de faire des tâches de base et qui peuvent appeler un expert s'ils ont besoin et s'ils sont face à une situation compliquée, par exemple sur la maintenance d'un appareil. Donc en fait, on a un champ extrêmement large, que ce soit sur les usines elles-mêmes ou sur ce que ça veut dire en matière d'emploi. Et donc voilà, donc total, évidemment, c'est très compliqué de répondre à votre question. Je voudrais juste ajouter une dimension, peut-être en revenant sur ce que je représente là aujourd'hui, qui est l'Impact Tank. Donc l'Impact Tank, c'est probablement le dernier des think tanks français, le dernier né des think tanks français. C'est un think tank qui est né adossé au champ de l'économie sociale et solidaire. On est adossé au groupe SOS et ouvert sur l'ensemble du champ du social et de l'ESS. Et on travaille avec des universitaires et des entreprises sur comment on passe à l'échelle l'innovation sociale. Et c'est pour ça que moi, ce que je trouve très intéressant dans votre thème aujourd'hui, c'est que la question, c'est bien à quels endroits on arrive à faire des choses intéressantes d'un point de vue impact social, dans quelles entreprises, dans quelles expérimentations, de façon à ce qu'on puisse les analyser, les évaluer et les passer à l'échelle, de façon à ce que finalement on ne réinvente pas dans chaque chaîne de production qui se digitalise les bonnes pratiques et qu'on arrive à aller beaucoup plus vite parce qu'évidemment on a besoin que cette transformation sociale qui accompagne la digitalisation de l'industrie, elle se fasse dans les meilleures conditions possibles. Oui, monsieur Leonti. Oui, merci. D'abord, merci beaucoup de votre invitation. Juste rappeler peut-être un élément, c'est que la numérisation de l'industrie, ce n'est pas une option. D'abord, son premier objet, c'est l'efficacité. Vous avez 20% de productivité en plus derrière quand vous faites des grandes séries, ou bien, si on dit de manière un peu directe, le but, c'est de produire des produits personnalisés au même prix que les produits de grandes séries. Donc, si les entreprises ne s'y mettent pas, elles vont être sorties du marché par leurs concurrents. Donc, vous avez une obligation économique de le faire. Après, on a habillé cette obligation économique, et qui est vraiment, je dirais, l'épée dans les reins des entreprises, ils n'ont pas le choix, de beaucoup de réflexions sur la valeur que ça pouvait avoir. Et j'aime beaucoup la réflexion de M. Combe parce que c'est un débat qu'on n'a pas eu. Tous, on a eu tendance à présenter ces technologies comme, je dirais, apportant un progrès dans le travail. Je vais vous donner un exemple. J'étais dans une conférence à Châlons-en-Champagne et il y avait un dirigeant d'entreprise qui expliquait qu'il avait mis un Kobo à la sortie de four pour cuire des pièces en caoutchouc, que la personne qui sortait ces pièces avait déjà quelques années, et ces années étaient de l'expérience, cette personne savait quand les pièces étaient prêtes. C'est pas quelque chose qu'on mesure avec un capteur, c'est quelque chose qui se voit, qui se sent, qui se ressent, je dirais. Et cette personne-là, comme les plateaux étaient très lourds, elle commençait à être un peu fatiguée, et grâce à un Kobo, il a pu prolonger la vie professionnelle de cette personne, alors ce qui est à la fois un bien pour la personne, pour l'entreprise, et je dirais même sa productivité a été multipliée par 3. Ça, c'est le cas idéal, quelque part, où on trouve une qualité du travail, du sens donné, de l'intergénérationnel que vous avez évoqué. Après, il ne faut pas être trop naïf. Une technologie, c'est ce qu'on en fait, et je reprends exactement ce qui a été dit. Quelque part,
Quand on revient en arrière sur la mécanisation de l'industrie, quand vous regardez les premiers textes, c'était une libération. Parce que tout d'un coup, les hommes et les femmes qui y travaillaient avaient moins besoin de fournir un effort physique. Néanmoins, ça a donné une accélération des cadences, et on a fini avec l'image de Charlie Chaplin. Et donc, toute la question qui est devant nous, et dont on ne débat pas, hein, on aime bien la technologie, c'est un axe de progrès, on pense qu'elle apporte. Je trouve que le débat sur est-ce que ça apporte de la qualité de travail, ou bien peut-être de la dépendance encore plus aux outils, est-ce que ça a apporté de l'autonomie, ou bien de l'exécution maximum, parce qu'on va avoir sur des tablettes la liste des boutons et l'ordre dans lesquels on va devoir les pousser. Ce débat, on ne l'a pas eu complètement. Donc ça, c'est un débat. Il y a de l'efficacité économique, c'est incontournable. Ça peut apporter beaucoup de belles choses dans le travail, mais aussi ça pose de vraies questions quant au rôle de l'homme, et l'homme et la femme, bien entendu, dans l'entreprise. Et quand on a inventé le nom Industrie du futur en France, qu'on a voulu se différencier de 4.0, c'était toujours l'idée de mettre l'humain au centre de l'activité économique et de repositionner ça. Alors, maintenant, ce terme Industrie du futur, il est un peu dépassé parce que l'Industrie 4.0 ou l'industrie digitalisée, c'est une réalité dans beaucoup d'entreprises. Et donc, voilà, on est dans l'industrie du présent plus que du futur. Et le terme n'a peut-être pas été choisi, en tous les cas, mis en perspective de manière très exacte. L'autre point que vous évoquiez par rapport à ce nom 4.0, c'est qu'il y a d'autres transformations fondamentales qui sont en train de se passer dans l'entreprise industrielle. Le 4.0 a inauguré une vague de transition, mais maintenant, on a aussi une transition écologique, la décarbonation qui arrive. Quand on regarde le nombre de pays qui se sont maintenant engagés à de la neutralité carbone dans les dernières années, c'est juste fantastique. Alors c'est au niveau des États, et puis doucement ça va descendre sur l'appareil économique avec une autre transition qui va s'appliquer. Voilà, donc on court un peu derrière les termes. Pour moi, la transition 4.0, je ne dis pas qu'elle est derrière nous, mais qu'elle a été l'initiatrice de beaucoup de transitions, et puis on en a d'autres aujourd'hui. Très clair. Initiatrice d'autres transitions. Et est-ce que ce sont des transitions qui sont finalement incluses les unes dans les autres, difficilement conciliables? On oppose souvent en fait dans le narratif industrie et écologie. Alors, probablement sur une image un petit peu dépassée, on en parlait précédemment. Mais voilà, finalement, est-ce que c'est possible de se donner une boussole pour faire une transition qui soit à la fois écologique et à la fois sociale? Alors les ODD en sont une à un niveau très global, voilà, planétaire, puisque donné par l'ONU. Comment est-ce qu'on traduit ça plus concrètement dans des unités de production dans des territoires, dans des collectivités, voilà, à une échelle beaucoup plus locale. Peut-être par exemple avec l'exemple d'une école, ce qui est la bonne façon de s'intégrer, à mon avis, dans un écosystème local. Voilà. Est-ce que ces transitions sont souvent conciliables? Est-ce que la question se pose? Oui, la question se pose. Pour être un peu justement dans la continuité de ce qui a été dit, c'est vrai qu'on voit ce besoin des entreprises à conserver du sens, à augmenter leur qualification et les compétences globales de leurs salariés, et avec un souci de maintenir une communauté de travail qui a des risques effectivement de dislocation devant certains qui vont être sur des postes digitalisés, d'autres avec du numérique, avec des jumeaux numériques, etc., sur les épreuves de conception, ce genre de choses, et toute une partie de la communauté de travail qui ne va pas être dans ce train et qui va être un peu se considérer comme étant un peu laissé pour compte. Et donc on voit pas mal d'entreprises qui cherchent justement à travailler sur cette inclusion du numérique pour la totalité de leur communauté de travail. On commence à travailler sur des plans de sensibilisation de plusieurs milliers de salariés en même temps pour justement travailler sur cette inclusion. Et justement, la question du local, elle prend tout son sens justement pour que aujourd'hui la formation soit au plus proche des territoires. C'est un sujet de l'École nationale supérieure des arts et métiers. On est présent sur 11 sites en France et on voit bien que ce besoin de relocalisation et ce besoin de maintenir des savoir-faire en territoire est un vrai sujet pour les entreprises. Et donc, comment que, bien évidemment, l'éducation et la formation soient au centre de tout sur ce sujet. Tout à fait.
C'est intéressant parce que voilà, de lier un petit peu justement ce défi éducatif d'un côté et cet aspect un petit peu local. Justement, avec la crise pandémique, on a vu qu'il y avait une grande tendance à parler de réindustrialisation, de relocalisation. Du coup, ça va amener forcément des besoins en recrutement. Donc avec des compétences relativement spécifiques, on en a parlé, une industrie en transition, ça veut dire aussi des compétences en transition. Comment est-ce qu'on va potentiellement pallier à ce manque de qualification sur le marché de l'emploi, à la fois en volume, parce que si jamais on rapatrie des industries en France, il va forcément falloir plus de travailleurs pour justement s'investir dans ce domaine, et en même temps en termes de compétences, parce que les travailleurs actuels ne sont pas forcément formés aux outils de demain ou d'aujourd'hui. Voilà, ça dépend un petit peu de ce dont on parle. Oui, monsieur Liandy, peut-être. Oui. Le premier point à faire quand même là-dessus, c'est que la réindustrialisation en France, même si on prend les scénarios les plus optimistes, auxquels j'ai tendance à adhérer, ça ne résout pas la question du chômage de masse. Encore une fois, la réindustrialisation, ça répond au moins à 2 questions de notre société. La cohésion territoriale, parce que les usines, ça s'installe plutôt à côté des villes moyennes, parce qu'elles y trouvent à la fois un bassin d'emploi, mais également un étalement urbain plus faible, une stabilité des salaires qui sont nécessaires. Quand on investit dans une usine, on ne la déplace pas au bout de quelques années. Donc, et la stabilité, je dirais, sociétale des villes moyennes est un véritable atout pour elles, et leur taille fait qu'elles ont un bassin d'emploi. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui nous a sauté au visage avec la crise, c'est une question de souveraineté économique. Mais même si on prend les scénarios les plus optimistes encore, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je vais mettre quelques chiffres pour qu'on ait des ordres de grandeur, mais allez, entre 10 et 20 milliards de PIB supplémentaires par de la relocalisation. Si on va jusqu'au bout des filières d'avenir présentées dans le rapport Potier, c'est peut-être 40 milliards dans le PIB en plus industriel. On met tout ça, ça fait 50 milliards, ça fait 500 000 emplois, ça ne fait pas une solution complète pour le chômage de masse. Donc, voilà, ça, c'est le premier point. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des problèmes de compétences. Il y en a déjà aujourd'hui. Et même, on peut considérer aujourd'hui que le point clé de la décision d'un chef d'entreprise pour construire ou pour se lancer une usine, c'est la compétence. Je vais donner une illustration très concrète de ça. On a des friches dans le nord et de l'est du pays. On a une tension foncière industrielle énorme dans le sud et l'ouest. Et ça, c'est lié au fait aussi... C'est pas lié au marché, parce que les marchés, quand on prend le centre de l'Europe, on est plus proche quand on est en Alsace ou dans le Grand Est que quand on se trouve dans les Pays de Loire. Mais c'est beaucoup lié à la capacité d'attirer des talents. Voilà. Donc attirer des talents est devenu un des points clés de la décision du chef d'entreprise, y compris éventuellement lorsqu'il en a le choix, dans sa localisation. Comment est-ce que ça va se passer ? On peut le regretter, il faut quand même constater que notre système de formation initiale, comme notre système de formation continue, sont en train d'évoluer, on peut s'en réjouir, mais ça va quand même trop lentement par rapport aux transitions qu'on a évoquées à l'instant, que ce soit la transition numérique ou la transition environnementale qui est en train de suivre, sur lequel on reviendra sans doute parce que vous les avez mis en perspective et que la comparaison est en fait très intéressante. Et je pense que l'entreprise va devenir un lieu de formation. On a collé à l'entreprise des rôles qui vont au-delà de créer de la valeur ajoutée. Par le reporting qu'on leur demande. Aujourd'hui, on demande à l'entreprise de faire de l'environnement, de faire du social, depuis très longtemps de faire de la sécurité. Et on a donc demandé de greffer à la stratégie de l'entreprise d'autres éléments d'intérêt généraux. Je pense qu'on va aller à une dimension supplémentaire où l'entreprise va devenir, je reprends les termes de Pierre Musso, dont je recommande la lecture des ouvrages comme la religion industrielle, va devenir une institution. C'est-à-dire qu'elle va devenir un objet, un opérateur de l'intérêt général. Alors on a une évolution très profonde qui va se faire lentement, et je pense que les entreprises vont devenir des lieux de formation parce que notre appareil de formation aujourd'hui, il évolue et c'est louable, mais pas assez vite par rapport aux besoins des entreprises. Voilà un des éléments de réponse. Ça ne résoudra pas tout à fait toute la question. L'attractivité de l'industrie, par exemple, est très faible aujourd'hui. On a totalement sous-estimé la cicatrice de la désindustrialisation. Dans la moitié de notre pays, les gens, en l'espace d'une vie professionnelle, ont eu quelqu'un dans leur cercle intime qui a perdu son emploi à cause de la désindustrialisation. C'est connu dans les territoires, c'est vécu comme une souffrance. Demandez aux gens qui, tous les jours, amènent leur enfant à l'école en passant devant une friche industrielle
s'il recommanderait à leur enfant d'aller travailler dans l'industrie. Dans nos métropoles, on l'a oublié. Donc là, on a une réconciliation à faire avec notre passé, et puis aussi se projeter dans l'avenir pour expliquer qu'est-ce que c'est aujourd'hui les métiers dans l'industrie, qui sont des métiers d'équipe, qui sont pas très peu de métiers productifs, moins d'un tiers en fait, travaillent véritablement dans la production. Il y a du marketing digital, il y a de l'innovation, il y a de l'administratif. Et donc on a tout un travail à faire aussi sur l'image de l'industrie, avec peut-être à dépoussiérer un peu nos modes de communication. Il y a plein de modes modernes qui sont utilisés par d'autres secteurs. L'agriculture a fait un fantastique parcours depuis 20 ans. Il y a ce parcours-là d'image à faire passer. Tout à fait. Oui, pour Allez-y, rebondir monsieur, juste ouais, bien sûr. pour aller dans votre sens également, effectivement, sur l'appareil de formation des entreprises, il y a un signal fort avec le nombre d'apprentis en France qui est record cette année avec 600 000 apprentis et qui corrobore complètement ce que vous dites sur le fait que les entreprises deviennent des lieux de formation en alternance avec des apprentis qui sont salariés de l'entreprise et qui alternent avec des périodes de formation. Et ce sont des formations d'avenir, je dirais, pour le domaine de l'industrie, parce que justement, ça permet à la fois d'accompagner l'industrie ou une petite PME dans sa transformation, parce que je rejoins complètement ce que vous avez dit. Un patron de PME, aujourd'hui, se pose la question du recrutement. Recruter un ingénieur, pour lui, c'est une question stratégique, une question clé. Et donc, comment, en même temps, cet ingénieur, il va être en capacité d'accompagner les autres, d'accompagner l'entreprise dans cette transformation. Et donc, l'apprentissage est une vraie réponse par rapport à ce type de problématique. Et je rejoins complètement ce qui a été dit sur le fait que l'entreprise, comme acteur socio-économique et en territoire, est un lieu de formation. Je souscris complètement. Oui. Enfin, si je puis me permettre, ça fait quand même normalement longtemps que les entreprises sont des lieux de formation et de formation continue. Je pense qu'on est surtout face à un changement de volume ou de nature, c'est-à-dire que ce soit dans l'industrie ou dans les services, il va falloir réussir à reformer des centaines de milliers, voire des millions de gens à tous les niveaux, tout le temps, partout. Et il y a presque même, quand on fait des règles de 3, des sujets de où sont les formateurs. On n'a même pas assez de formateurs pour pouvoir former tous les gens qui doivent être formés. Si on prend des sujets plus spécifiques comme l'intelligence artificielle, par exemple, dans le secteur des services, on voit bien qu'en fait, il y a un besoin de former très largement pour que les gens comprennent ce qu'ils font, ce qui se passe, que l'ensemble par exemple, des agents dans une banque comprennent ce qui se fait avec les données des clients et puissent l'expliquer à leurs clients et puissent être eux-mêmes à l'aise avec le fait qu'ils sont salariés de ces grandes maisons. Bref, il y a des sujets, il y a un sujet d'ampleur, en fait, il y a un sujet d'industrialisation quelque part des formations qui est vraiment un sujet considérable pour les prochaines années. Et c'est typiquement sur ces sujets, si je reviens à l'impactant, qu'on essaye de repérer, effectivement, on voudrait repérer quelles sont les méthodes qui se mettent en place pour justement faciliter la mise à l'échelle. Parce que moi, c'est ça qui me soucie, on doit aller vite. On a des modes de fonctionnement qui savent prendre du volume, mais qui prennent du temps, que ce soit dans le public ou dans le privé. Et on risque d'être évidemment très décalé par rapport aux besoins du marché du travail, aux besoins des entreprises, aux exigences aussi des clients et des citoyens. Il y a quelque chose que je trouve très intéressant ici. Donc vous mettez en avant plusieurs échelles de temps qui ont l'air relativement difficilement conciliables. En vous entendant un petit peu parler des territoires justement où il faut faire de la formation directement, industrialisation des formations, c'est ce que vous disiez. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit en faisant la comparaison peut-être avec nos voisins. On est ici à la Maison de l'Europe, donc en pensant un petit peu à l'Allemagne ou ce genre de pays. Est-ce que finalement en France c'est possible d'avoir une industrie sociale avec un pays aussi jacobin ? On est finalement centralisé. Il y a énormément de choses en termes de bassin d'emploi qui se passent. Paris, on va prendre l'Île-de-France même au sens un petit peu large. Est-ce que par rapport à un pays comme l'Allemagne, par exemple, qui a justement des bassins d'emploi relativement bien répartis, on a quelque chose, une carte à jouer là-dessus, et est-ce que l'échelle de temps justement ne sera pas trop longue pour résoudre ce souci ? Par exemple, peut-être M. Combe, vous qui travaillez dans une organisation internationale, donc avec plus... Oui, alors, bon, écoutez, moi je pense qu'aucun pays n'échappe à sa culture, à son histoire. Il faut faire très attention à un benchmarking qui aboutit à dire voilà ce qu'il faut faire parce que ça marche en Allemagne. Enfin, je pense qu'il faut faire attention à ce genre d'exercice de transposition qui peut mener au pire. Moi, je crois que pour que ça marche, si vous voulez,
Et le système est complexe dans tous les pays, il ne faut pas non plus se leurrer. Mais lorsque ça marche, c'est quand il y a vraiment, je pense, s'agissant de la formation et de l'enjeu des compétences, on l'a dit, ces enjeux sont immenses. Là où pour que ça marche, il faut que ce soit vraiment une responsabilité collective, je dirais. Aujourd'hui, la question des compétences et de la formation, c'est un enjeu majeur, évidemment, pour le système de formation, ça l'a toujours été, mais pour les entreprises, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, mais ça l'est aussi pour les pouvoirs publics. Si on prend un peu de champ et si on regarde aujourd'hui ce qui détermine les hiérarchies dans les réseaux de production mondiaux, parce que la production aujourd'hui elle est mondiale en fait, hein, la mondialisation c'est moins une mondialisation de l'économie qu'une mondialisation de la production. Ce qui détermine les hiérarchies dans ces réseaux de production, c'est plus selon les formules bien connues des théories du libre-échange, Ricardo, etc., c'est plus simplement la dotation en facteurs, en ressources, c'est véritablement la qualité de la main-d'œuvre, la formation, le niveau de compétence. C'est ça qui détermine les nouvelles hiérarchies. Et donc l'enjeu, il est aussi majeur, il est bien sûr majeur pour les entreprises, pour les travailleurs, mais il est aussi majeur pour les nations, je veux dire, et pour les pouvoirs publics. Et lorsque ça marche, c'est quand tous ces acteurs, justement, coopèrent en tenant compte de leurs histoires et de leur culture pour répondre à ces défis. On ne peut qu'être frappé quand même de constater à quel point aujourd'hui la question de la compétence, elle est à l'agenda international. Enfin, c'est un indice comme un autre, mais la prochaine discussion normative, puisque c'est le terme, à l'OIT, c'est pas sur tel ou tel aspect du contrat de travail, c'est sur la compétence et la formation tout au long de la vie. Conjoncturellement, on parlait du Covid, comment est-ce qu'on a aussi justifié dans les pays qui en avaient les moyens, les pays du Nord, la mise en place de mécanismes aussi puissants de soutien aux revenus des ménages à travers ce qu'on appelle en France l'activité partielle ou le Kurzarbeit en Allemagne. On l'a bien sûr justifié parce que c'était une condition déjà pour que les gens puissent survivre et puis pour que l'économie ne s'effondre pas, mais on l'a aussi justifié sur l'importance qu'il y avait pour les entreprises à conserver les compétences. Et ça, c'est un peu, d'ailleurs, soit dit en passant, puisque vous me parlez de l'Allemagne, une leçon tirée de la réponse allemande à la récession de 2008-2009, lorsque l'Allemagne, beaucoup plus à l'époque que les autres pays, ont massivement investi dans le chômage partiel, justement pour que l'industrie ne perde pas ses compétences. Et donc, pour répondre à ce défi, cette notion de responsabilité collective, elle est vraiment capitale. Et il faut vraiment, à mon sens, et puis bon, c'est un petit peu le message de l'OIT, mais il faut se méfier de toutes les orientations politiques qui consisteraient à faire de la formation une responsabilité essentiellement individuelle ou une responsabilité exclusive du système de formation initiale. Parce que, comme vous l'avez dit indirectement, l'entreprise ne peut pas se considérer comme un pur consommateur d'une main-d'œuvre formée qui serait formée ailleurs. Je pense que l'entreprise, effectivement, elle doit, peut-être encore plus qu'hier, compte tenu des enjeux redoublés aujourd'hui, devenir un lieu d'apprentissage éminent. Ça va dans le sens de son intérêt, de sa pérennité à long terme. Et le dialogue social aussi a un rôle absolument essentiel. C'est des questions. La question de la formation a toujours été une question importante dans la négociation collective, mais les conséquences qu'on peut en tirer sur l'organisation du travail, ça, c'était plutôt jusqu'ici considéré comme finalement, ça relève un peu de ce qu'on appelle en termes juridiques la décision unilatérale de l'employeur. C'est la responsabilité de l'entreprise, du management, plus que des représentants des travailleurs. Je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est de remettre la question de l'organisation du travail au cœur du dialogue social dans l'entreprise. Oui, monsieur Lundi, peut-être un lien entre formation et territoire, c'était votre question. Alors, on n'échappe pas à la culture de son pays. On est dans un pays relativement centralisé. Juste pour illustrer ça, dans le champ de l'industrie et du développement de l'outil productif, quand on regarde les aides aux entreprises, c'est 75 milliards, y compris les aides fiscales qui sont pilotées par l'État. Moins de 5% de ces aides, 7 à 8 milliards, qui sont pilotées par les collectivités territoriales, essentiellement les régions d'ailleurs. Donc ça fait moins de 5%. Et il y a une note assez récente de la Fabrique de l'industrie qui explique qu'en fait, les facteurs locaux qui ne sont pas liés au choix d'un secteur, mais qui sont liés au territoire où vous vous installez, à l'écosystème de ce qui vous apporte, naturellement, la formation au premier chef, composent 40%
40% de vos facteurs d'efficacité, de productivité. Donc juste par cette image-là, on voit bien, on centralise les moyens publics quand en fait les véritables facteurs de productivité sont très locaux. Et le deuxième élément que je voudrais mettre là au débat, c'est qu'en ayant centralisé un certain nombre de politiques de formation, on a un peu omis une autre réalité culturelle de la France, c'est que les gens sont peu mobiles. Alors c'est certainement lié au fait qu'on a beaucoup acheté notre maison, et que revendre une maison, surtout dans un territoire qui ne va pas forcément bien, c'est une véritable complexité pour bouger. Mais on dit souvent que la mobilité professionnelle, elle n'est pas plus de 30 km. Et donc la formation, c'est en fait un sujet de territoire. Il faut être capable de former sur le territoire les gens dont l'économie du territoire a besoin ou aura besoin. Et tout ce qui est la GPEC, enfin, l'adéquation entre emploi et compétences qu'on peut faire au niveau national ou global, c'est des très beaux exercices qui permettent de calibrer. Mais la réalité du besoin, elle est sur un territoire. Et il faut que les territoires se réemparent de cette dimension que notre système politico-administratif ne leur a pas confiée comme compétence. Mais c'est absolument essentiel. On pourrait parler aussi du foncier, je l'ai évoqué, et puis du fait d'avoir un projet collectif sur un territoire qui sont véritablement les 3 piliers du redéveloppement industriel des territoires. Oui, je voudrais rebondir sur le sujet de la coopération, parce que ce qui frappe beaucoup de façon générale, mais beaucoup quand on regarde le sujet de l'innovation sociale, c'est qu'on raisonne beaucoup trop en France en matière de compétences au sens juridique. Est-ce que la loi, comment la loi définit qui doit faire quoi? Et on passe des heures partout, des millions d'heures à se dire qui doit faire quoi. Il y a une autre façon de faire qui commence à émerger, mais qui émerge à mon avis beaucoup trop lentement, qui vient un peu de ce qui vient quelque part de l'informatique, qui est ce qu'on appelle le problem solving. Quel est le problème qu'on a à résoudre et qui peut apporter quelque chose pour résoudre le problème? Donc sur un territoire donné, comment on fait pour avoir les bonnes compétences, les bonnes organisations du travail? Comment on fait pour faire revenir vers l'emploi des gens qui sont partis, qui n'en font pas partie? Par exemple, des décrocheurs scolaires, comment on les réintéresse, on les réintègre dans la communauté de travail, on les fait revenir. Et on voit bien qu'il y a des expériences qui sont très intéressantes. Par exemple, les territoires zéro chômeur, qui ont des détracteurs et des adorateurs, mais qui ont en commun, enfin en tout cas l'expérience, l'idée c'est bien de se dire sur un territoire donné, on fait la liste nominative des personnes qui sont allocataires du RSA par exemple, et on se dit, ben voilà, si on ajoute toutes les forces en présence, publiques, privées, quelles que soient les collectivités, les agences et autres, qui peut faire quoi pour qu'on sorte progressivement tout le monde de la situation de vivre des minima sociaux. Et cette question-là, je pense qu'il faut vraiment qu'on avance dans cette direction-là. Je pense que les annonces du président de la République sur Marseille étaient intéressantes aussi de ce point de vue-là, parce qu'elle cherchait justement à dire, bon, bah, dépassons le sujet de, je reviens toujours pareil, qui fait quoi d'après la loi, et disons-nous qu'on a un sujet de scolarité des enfants, de progression, d'accès à l'emploi, de chômage des jeunes, etc. Je pense que voilà, on commence à avoir des endroits où on voit que les choses bougent, et si on va dans cette direction-là, je pense notamment en matière d'industrie, si on revient sur le sujet d'industrie du futur, on arrivera à trouver des gens qui seront plus capables de se dire que oui, ils ont envie de rejoindre des entreprises industrielles, de participer à de la production, d'être dans une communauté de travail, de participer aussi, on va peut-être refaire le lien avec les sujets d'économie décarbonée, puisqu'il y a un enjeu gigantesque dans le secteur industriel, évidemment, pour décarboner l'industrie. Donc moi, je crois beaucoup au fait qu'il faut qu'on fasse vraiment des changements forts en France sur ces sujets-là. C'est pas facile parce qu'on a une tradition juridique assez solide pour se dire qu'il faut vraiment que chacun reste dans son couloir de nage. Et je peux que abonder dans ce sens-là, hein, en ayant eu le plaisir de mettre en place la politique de territoire d'industrie. Hein. C'est assez incroyable ce que des territoires peuvent faire lorsqu'ils se prennent en main, lorsqu'ils prennent en main leurs projets, lorsqu'ils arrivent à construire un collectif autour d'un projet de territoire. Alors, ce que j'ai pu animer, c'était la partie développement économique par l'industrie, hein, mais il y a d'autres dimensions de la vie d'un territoire, il y a des dimensions sociales, il y a des dimensions environnementales, d'alimentation. Et quand on arrive à laisser les gens s'organiser et à leur faire confiance, au niveau territorial,
on obtient des résultats assez formidables. Et on a souvent, par exemple, sur l'industrie, dit « Ah, c'est parce qu'il fallait avoir un accès au port, un accès à l'autoroute, un accès au TGV ou au train pour développer. » Regardez l'histoire de Figeac. C'est pas un territoire qui est béni en termes d'infrastructure. Hein. Essayez d'y aller en partant de Paris. Vous faites un rendez-vous là-bas. Je pense que vous y passerez une nuit. Vous ferez pas. C'est un des lieux en France où on fait pas l'aller-retour de Paris dans la journée. Voilà. Alors c'est super. Vous pourrez aller manger le soir. Il y a de la très très bonne nourriture là-bas. Mais l'aventure de ce territoire, qui est un des territoires d'industrie que je prends comme exemple, elle est liée à un dynamisme local. Et donc il n'y a pas de fatalité au territoire. Il n'y a pas ceux qui sont bénis par la géographie et les autres, mais il y a ceux qui se prennent en main, font leurs projets de manière collective, indépendamment des silos administratifs et de compétences. Et à ce moment-là, il y a un avenir qui est ouvert devant eux. Et je pense que ça, c'est quelque chose, exactement comme le disait Agnès, on ne l'a pas assez exploité. On ne l'a pas assez mis en avant. Ça se fait avec aussi Action Cœur de Ville, hein, territoire zéro chômeur. Il y en a d'autres. On voit émerger comme ça des projets qui mettent les territoires en avant comme lieu de vie et de définition de projets collectifs. Oui, et pour rejoindre ce que vous dites, et peut-être également poser une question qui pourrait être au cœur de ce sujet sur l'innovation sociale, sur la coopération, sur comment on industrialise la formation, comment on réfléchit plus collectivement, sur le fait que comment on va utiliser tout ce temps gagné par le numérique et le digital dans l'entreprise. Auparavant, les entreprises ont utilisé leurs gains de rentabilité et de productivité peut-être à d'autres fins que de le passer sur de la formation, de la coopération sociale, de l'inclusion dans le territoire. Alors là, alors qu'on voit que les gains aujourd'hui sont pas des gains massifs. C'est vrai qu'on a eu longtemps, via la désindustrialisation, via les mutations très brutales de l'entreprise, avec la robotisation massive de chaînes industrielles, notamment dans le domaine de l'automobile, où on a mis des milliers de personnes à la porte, pour avoir des gains et remplacer l'homme par la machine. On pensait alors que remplacer l'homme par la machine était la solution et qu'on aurait des entreprises qui vivraient toutes seules et qui pourraient fonctionner toutes seules avec du numérique, de l'intelligence artificielle, des processeurs de plus en plus puissants, etc. Aujourd'hui, peut-être que la question à se poser au travers du numérique et du digital, de se dire, si on gagne du temps, à quoi investit-on ce temps ? Et on peut l'investir sur la formation. Je pense que la crise sanitaire a aussi été révélateur de ça. On a pu passer du temps à former nos personnels pendant la crise sanitaire qui se retrouvaient sous-occupés du fait qu'un certain nombre de tâches disparaissaient. Et donc l'utilisation de ce temps peut répondre, je pense, à ce type de problématique en mettant plus de liens entre le temps que je gagne. Est-ce que je peux pas le passer aussi au niveau innovation sociale, au territoire, en lien avec la ville, en lien avec des associations? Est-ce que je le passe comme formateur interne au sein de mon entreprise? Est-ce que je le passe moi-même pour me former? Voilà, ce type de réflexion, de se dire collectivement, et je rejoins ce que vous avez dit sur l'organisation du travail et le dialogue social qui a un rôle clé sur ce sujet, de passer justement à passons notre temps à nous former et à améliorer nos compétences et à consolider nos qualifications. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, les entreprises, c'est le message fort, c'est comment on va consolider nos qualifications et nos compétences. Et je pense que s'ils se posent la question de comment je vais utiliser le temps que je fais gagner à mes salariés au travers du numérique et du digital, je pense qu'ils peuvent se poser collectivement des questions sur ce sujet. Bien sûr. Et alors peut-être pour justement rebondir sur cette question, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait comme l'entreprise, enfin pour l'entreprise comme lieu de formation. Est-ce que finalement on en demande trop à l'entreprise ? Ça peut être un risque aussi typiquement. Si jamais on met sur les épaules de l'entreprise le rôle à la fois de formateur, à la fois de producteur, parce que voilà, c'est quand même le but numéro un, le tout dans un cadre comme les ODD qui peut être assez exigeant quand on est dans un objectif de productivité qui est quand même l'un des objectifs de base d'une entreprise. Voilà. Est-ce qu'il y a un risque que le cadre à porter soit trop lourd et si oui, comment est-ce que justement éviter cet écueil? Ça va vous paraître étrange, mais moi je pense que, même en étant acteur de la formation, je pense que le temps du passé, effectivement, c'est pas le temps où il y avait des organismes de formation qui mettaient à disposition des compétences pour que les entreprises puissent en bénéficier. Ça a été évoqué tout à l'heure, et je pense que ça c'est le temps du passé, et tant qu'il n'y aura pas une forte synergie entre le monde éducatif et le milieu industriel, c'est sur la base de ces synergies, de cette collaboration qu'on pourra trouver des solutions. Mais je pense qu'effectivement, c'est le temps du passé de se dire il y a des organismes qui sont spécialisés dans la formation, qui ne font que ça,
avec des gens qui ne connaissent pas l'entreprise, alors même qu'ils forment des futures personnes qui vont aller en entreprise. Donc plus on pourra organiser de synergie avec ces entreprises, plus on pourra trouver de solutions à la collaboration, à la coopération. Me semble-t-il, hein, c'est pas... Il faut forcément agir un peu sur tous les leviers. Et puis, on oublie de dire aussi qu'il y a aussi des choses qui ont marché. Vous regardez la politique du décrochage scolaire que je citais tout à l'heure, c'est une des politiques qui a donné des résultats. C'est-à-dire quand il y a 10 ans, on a pris un peu le problème à bras-le-corps et qu'on s'est demandé à la fois comment on diminuait le flux de décrocheurs et comment on raccrochait des jeunes qui étaient partis, on a réussi à inverser la tendance alors qu'on était quand même parti pour être dans les pays les plus mauvais, au moins au niveau européen. Donc on est obligé sur un front comme celui-là, compte tenu de notre histoire et de l'enjeu que représente le chômage et la cohésion sociale et la compétitivité des entreprises, d'agir sur les deux. Après, le sujet sur les entreprises, me semble-t-il, c'est toujours celui de l'avantage compétitif qu'on a en France versus le reste du monde. On ne peut pas ajouter en France et en Europe des règles qui nous paraissent sensées de façon unilatérale et unique et avoir des zones comme l'Asie ou les Amériques qui sont sur d'autres règles. Et ça concerne à peu près tous les sujets, de sujets super techniques comme les ratios bancaires, à des sujets quasi de bon sens comme les sujets de normes environnementales ou de normes sociales. Donc cet équilibre-là, il est subtil et c'est bien pour ça qu'on a du mal à bouger, parce que si c'était transparent et simple, beaucoup de choses seraient faites. Oui, c'est tout à fait juste. Il y a la question de ce qu'on appelle le level playing field, hein, pour que toutes les entreprises, je dirais, aient le même, à peu près, en tous les cas, un cadre de concurrence à peu près équivalent. Ça, c'est la dimension géographique. Puis il y a aussi la dimension temporelle. On parle de formation, on parle de transition de société, voire d'inclusion. Ce sont des travaux, je dirais, qui demandent du temps. Et quand l'entreprise est jugée sur un temps très court, là, il y a une deuxième discordance, qui est celle du temps sur lequel la performance de l'entreprise est jugée, et puis celle sur laquelle la société commence à l'attendre de plus en plus. Donc on a effectivement un certain nombre de hiatus à doucement essayer de combler. La manière de mesurer la performance, ou en tous les cas de la restituer à travers des rapports, est en train de s'enrichir, mais on voit bien qu'on est en train de tâtonner, qu'on avance doucement, et qu'on n'a pas la réponse à votre question. On est en train de mettre les entreprises dans une espèce de contradiction, en tous les cas d'injonction contradictoire. On leur demande d'avoir un rôle sociétal, qui est plutôt un rôle à temps long, avec un investissement et un retour sur investissement qui n'est pas immédiat. Et en même temps, on continue à les juger, parfois sur des résultats trimestriels, qui a un temps court, à l'échelle notamment de l'industrie, quand vous investissez dans du capital productif qui a 5 ans, 10 ans de durée de vie au minimum. Donc là, on a des injonctions contradictoires à résoudre progressivement. C'est pour ça qu'on est en transition, d'ailleurs. Enfin, il faut l'admettre. Bien sûr. Et donc, pour relier un petit peu avec ce sujet de l'éducation, finalement, est-ce qu'aujourd'hui, une entreprise n'est pas obligée d'investir dans une politique de RSE, pas forcément parce qu'elle le voudrait, mais parce que de toute façon, elle n'arrivera jamais à attirer les talents autrement, les talents qu'elle voudrait? Est-ce que vous pensez que c'est un levier qui, entre guillemets, que les entreprises ne poussent pas forcément elles-mêmes, mais qu'elles sont obligées de pousser parce que de toute façon, là, à l'inverse, le système éducatif les oblige à fonctionner comme ça? Ça, c'est une découverte pour moi, hein, qui m'a surprise. Quand on regarde les entreprises que j'ai pu passer dans beaucoup de territoires français, donc je parle plutôt de PMI, hein, je ne parle pas de grands groupes qui ont une image à faire valoir, une réputation, une marque à faire vivre. Là, je parle de PMI. Et quand on parle de transition écologique, certes, il y a l'obligation réglementaire, certes, il y a la conviction du chef d'entreprise qui joue énormément, mais en fait, quand on leur pose la question, on revient au sujet des compétences. Si je veux faire fonctionner mon entreprise, la faire se développer, il faut que je sois en mesure d'attirer des talents. Les nouveaux talents ne viendront que si mon entreprise a un projet sociétal. Je vous redonne un exemple très simple. Un chef d'entreprise qui n'est même pas dans une ville moyenne, là, un petit village, refait son bâtiment. Et il nous dit, maintenant, on capture les eaux de pluie afin de les réutiliser. En tant que chef d'entreprise, j'ai fait mon ROI. Mon investissement n'est pas rentable à l'échelle de temps normale. Il me faut 10-15 ans pour que ce soit rentable. Mais je vais le faire parce que si je veux raconter une histoire à ceux dont j'ai besoin pour construire mes compétences, mes talents, il faut que j'ai ces éléments-là. Et ce n'est pas le seul. Je peux en citer une autre dans le nord de la France qui fait des boulons connectés, dont le chef d'entreprise m'avait raconté la même histoire. C'est des PMI. Hein. Donc, le fait que l'entreprise s'insère dans un projet de société
est certes une obligation réglementaire. Il y a des effets aussi d'efficacité opérationnelle. Hein. Si vous faites moins de déchets, vous utilisez moins de matière, moins d'énergie. C'est évident que c'est un gagnant-gagnant. Il y a la conviction des hommes et des femmes qui dirigent ces entreprises, absolument clé. Mais le fait d'avoir une histoire à raconter pour attirer des talents, pour être un lieu de travail attractif, devient absolument clé. C'est assez marquant, hein, et c'est vrai également pour des PMI. C'est pas que le narratif d'une grosse entreprise qui fait vivre sa marque. Je rejoins ce que vous dites. Je ne suis pas en mesure de dire avec certitude si c'est un mouvement, un élan général. Mais c'est vrai que, alors nous, à l'OIT, on a plutôt des contacts avec des grandes entreprises mondiales, mais le comportement et le discours et la politique de certaines d'entre elles accréditent ce qu'on appelle, je crois en France, des fois la marque employeur. Enfin, c'est le fait pour une entreprise de développer une stratégie d'attractivité fondée sur voilà, la qualité du travail qu'on peut offrir. Et il y a même aujourd'hui un certain nombre de grands groupes, notamment français, qui sont en forte compétition pour recruter les talents, selon la formule qu'on utilise aujourd'hui, et qui développent des politiques de protection sociale sur une échelle internationale, garantissant pour le recrutement de tous leurs salariés dans leurs filiales du monde entier un certain niveau de prestations sociales qui, dans un certain nombre de pays, représente quand même un écart significatif avec le niveau de prestations sociales du pays en question. Et ces entreprises se rapprochent de nous justement pour se caler dans ces stratégies sociales, de responsabilité sociale, se caler sur les normes internationales du travail. Donc il y a de toute évidence un mouvement que je rattacherai aussi à toutes les réflexions qui sont particulièrement vives et intenses en France sur la gouvernance de l'entreprise, hein, avec le retour en force du débat sur notamment la participation et la cogestion, qui est un débat qui révèle, alors on n'a pas de position en tant que telle sur la cogestion et la participation dans les normes internationales du travail, mais je trouve que le débat tel qu'il est posé aujourd'hui dans un pays comme la France, il est vraiment posé sur la question de savoir quelle est la meilleure gouvernance, la gouvernance suffisamment équilibrée pour permettre cette vision de long terme qui manque cruellement aux stratégies de notation financière ou d'évaluation des performances de l'entreprise. Alors qu'il y a 20 ou 30 ans, on posait la question de la codétermination ou de la cogestion sous l'angle du rapport de force bien classique, je dirais, hein, entre le capital et le travail. Aujourd'hui, bien sûr que ça n'a pas disparu dans le débat, mais on l'appréhende aussi sous l'angle de rééquilibrer la gouvernance de l'entreprise, qui est sans doute allée trop loin dans la corporate governance, dans le primat donné à l'actionnaire dans la théorie, je dirais, friedmanienne de l'entreprise. Tout à fait. Vous vouliez réagir, Madame Autier? Alors, vous avez cité les notations extra-financières. C'est peut-être l'occasion de dire que justement, ces notations extra-financières, elles ont beaucoup progressé sur la partie environnementale, pas mal sur la partie gouvernance. Sur le social, elles sont un peu dans les limbes. Et c'est justement sur ce sujet-là qu'on essaye de travailler à l'Impact Tank, déjà de décrire finalement cette espèce de patchwork qu'on a avec le mot impact prononcé par les agences de notation extra-financière, prononcé par les évaluateurs de politique publique, prononcé aussi par tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Puis il y a une espèce de chapeau qui est la finance à impact, qui est encore un concept différent. Et je pense que si on ne veut pas avoir du social washing, comme on a de moins en moins de risques d'avoir du greenwashing, même si c'est toujours un sujet qu'on peut rencontrer, il faut vraiment qu'on arrive à mieux définir justement ce que c'est que de l'impact social. Et c'est un travail compliqué. Nous avons démarré il y a 3 mois et on voit bien que le champ est très large et que voilà, il n'y a spontanément absolument aucune intersection dans les travaux entre les différents acteurs. Donc c'est un joli sujet parce que si on croit, comme nous croyons, qu'il y a de l'innovation sociale dans le secteur de l'entreprise, justement, et pas seulement dans le secteur de l'ESS, même s'il y a beaucoup d'innovation sociale dans le secteur de l'ESS, il y a aussi de l'innovation réglementaire, quelque part, par les politiques publiques. Il faut quand même réussir à définir ce qu'on appelle social.
Et c'est vrai que nos jeunes sont une réponse, je dirais, formidable à cela, justement, pour travailler sur cette innovation-là. Hein. Quand on regarde le dernier sondage Harris, Arts et Métiers, qui avait été fait sur l'image de l'industrie auprès des jeunes, 66% des lycéens veulent travailler dans une entreprise qui fait du Made in France. Donc ça veut dire que sur l'aspect, justement, responsabilité sociétale, dans la vision du jeune, il a envie de venir travailler dans une industrie qui est proche de chez lui, avec un emploi pérenne, où il sait qu'il va pouvoir développer une production française. Et donc je pense que ça, c'est un message vraiment d'espoir par rapport justement à toutes nos attentes sur est-ce qu'ils vont être capables de se former, est-ce qu'ils vont être capables de former les autres, est-ce qu'ils vont être capables de faire plus d'impact social dans nos territoires. Et je pense qu'avec ce type de chiffres, ça peut que nous donner de l'espoir sur justement comment les accompagner tout au long de leur vie pour justement réaliser ce qu'ils ont envie de faire. Alors, on parle beaucoup donc de localité, d'industrie locale qui s'intègre dans un tissu relativement proche du citoyen et de l'habitant. Il y a peut-être une question sur laquelle j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, c'est sur la mutation du modèle de l'entreprise en elle-même, et donc de l'industrie, puisque c'est notre sujet. On voit émerger beaucoup des modèles de coopératives, voilà, des modèles différents qu'on n'avait pas précédemment. Ça, c'est quelque chose qui s'intègre aussi plus ou moins difficilement dans le monde de l'industrie. Est-ce que finalement la mutation sociale, elle est là aussi peut-être revoir en eux-mêmes? Vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur Combe, des modèles de gouvernance de l'entreprise. Est-ce que c'est finalement un levier pour avoir plus de social, de revoir ces modèles de gouvernance? Certainement, et là encore, hein, j'insiste sur le message, on est en transition, donc on commence à savoir poser les questions, on n'a pas les réponses. Tout à l'heure, ça a été dit, je vais le dire peut-être encore un peu plus clairement que vous, le modèle fordien de l'industrie est mort. Voilà. Et à son âme. Mais maintenant, il faut en réinventer un autre. Et la réponse à ça, on l'a pas. On peut voir différentes organisations, l'entreprise libérée. Il y a plein de tentatives aujourd'hui qui existent. Et aujourd'hui, il n'y a pas un modèle qui émerge. Alors, il n'y aura peut-être pas un modèle aussi fort, aussi unilatéral qu'a été le modèle fordien de découpage du travail en tâches élémentaires et répétitives. Mais aujourd'hui, on n'a pas cette réponse-là et il est évident que la question est devant nous. Et après, une fois qu'on commence à travailler sur ces sujets-là, naturellement, quelle est la structure juridique la plus à même d'héberger tel ou tel modèle d'organisation, telle ou telle façon de vivre ensemble, de gouvernance d'une entreprise qui peut arriver. Et naturellement, quand on va vers l'autonomie ou vers des questions de responsabilisation, les coopératives sont un modèle attrayant. Il a peu cours dans l'industrie pour, à mon avis, une raison simple, c'est que l'industrie, ça demande beaucoup de capital. Il faut que vous investissiez dans un outil productif. C'est pour ça qu'il y a moins de start-up industrielles que start-up numériques, parce que développer du code, vous le faites avec 500 000 euros, une ligne de production, c'est quelques millions d'euros au minimum. Et à partir de là, la coopérative a du mal dans notre système à capturer ces moyens de financement d'un outil productif. Mais encore une fois, c'est des questions qui se posent et qui sont devant nous, mais auxquelles on n'a pas encore de réponse. On a des pistes, je dirais. Je pense qu'un des défis aussi, c'est de réussir à concilier, par exemple, si on regarde l'économie sociale et solidaire, des effets d'échelle et des utilités très locales. Alors, si on regarde, par exemple, le champ du médico-social, qui est un champ intéressant et qui finalement, en France, pour différentes raisons, n'est pas un domaine qui est un domaine d'action publique, au sens d'opérateur public, mais qui est un domaine sur lequel il y a une délégation, finalement, au monde associatif de l'action, de suivre des personnes âgées ou des personnes handicapées ou des crèches ou des différents dispositifs. Bref, si on regarde ces dispositifs-là, on voit bien que si on veut, par exemple, les numériser, avoir des systèmes d'information avec des dossiers patients, avec de l'intelligence artificielle pour exploiter ces dossiers patients, etc., on a besoin d'une certaine taille. Donc la question de savoir comment on peut aussi inventer les dispositifs de demain qui concilient de la taille avec du local, pas forcément dans le modèle des entreprises qui, lui, quelque part, s'est affiné avec cette vocation-là, de pouvoir concilier des effets d'échelle et puis une répartition des sites de production et puis de la logistique et de la vente. Mais on a un champ qui est intéressant. Et donc,
C'est ça qui s'est aussi passé dans l'économie sociale ou solidaire au cours des 20 dernières années, c'est que certaines de ces structures, comme le groupe SOS, mais pas du tout comme seulement le groupe SOS dont je suis administrateur, mais se sont structurées pour aboutir à avoir des structures qui font par exemple 20 000 ou 30 000 salariés et qui ont des milliers de sites en fait disséminés sur les territoires. Et c'est intéressant de regarder effectivement comment ces modèles-là peuvent se développer. Et pour revenir au sujet de l'attractivité pour les jeunes, on voit bien que ces modèles attirent énormément les jeunes. C'est absolument fabuleux de regarder à quel point des jeunes diplômés viennent après l'école, et encore plus, je trouve ça plus intéressant, finalement, après quelques années dans des grands groupes. Les gens, après quelques années dans les grands groupes, où ils apprennent beaucoup de choses, se disent, ben voilà, j'ai envie de passer à autre chose ou de travailler différemment. Ils ne travaillent pas moins, d'ailleurs, en termes de temps, mais ils travaillent dans un autre environnement dans lequel ils se sentent mieux. Donc il ne faut évidemment pas opposer les différents dispositifs, il faut les ajouter et que ça permette des choix. Mais je pense que oui, ça vaut la peine de creuser ces nouvelles voies parce qu'elles peuvent apporter justement au niveau des territoires ou des individus beaucoup de satisfaction. Très bien, très très clair. Vous parliez, alors juste avant qu'on passe aux questions du public, étant donné qu'il nous reste une petite vingtaine de minutes, j'avais peut-être une question à vous poser sur justement ce besoin d'échelle. Est-ce que le fait de remettre, après la crise pandémique voilà, qu'on a vécue, l'idée principale de souveraineté industrielle, puisque c'est ce qui nous intéresse, c'est pas incompatible avec justement ce besoin d'une certaine échelle, d'une certaine taille critique? Est-ce que voilà, nous, on est obligé de travailler à l'échelle européenne, par exemple, peut-être, pour peser par rapport à d'autres acteurs? Est-ce qu'on va arriver à concilier justement ces deux enjeux, et si oui, comment? Moi, je dirais simplement là-dessus que si le pays s'est désindustrialisé, c'est pas parce qu'on avait des problèmes de mise à l'échelle, c'est parce que, pour tout un tas de raisons, mais notamment parce que d'un point de vue de politique économique, on était à l'aise avec le fait de considérer qu'on pouvait avoir une désindustrialisation du pays. Il se trouve que moi, je viens de travailler pendant 6 mois là sur le sujet de l'innovation en santé. Le sujet de du manque d'industrie de santé en France, c'est un sujet qui était connu depuis au moins 20 ans. Tous les ans, il y avait un rapport d'un cabinet qui disait on est en train de baisser. D'ailleurs, j'en ai écrit, vous en avez peut-être écrit. Enfin bon, on a tous écrit des choses là-dessus et on avait en face une indifférence totale. Ah bon, vous croyez peut-être, enfin, comme si c'était une conversation de salon. Donc ça n'avait pas d'importance. La crise a montré à quel point tout ça était dramatique. Et donc il fallait se réveiller et se dire que ça avait de l'importance. Mais je ne pense pas qu'il faille se dire qu'on a des problèmes d'échelle. L'échelle, les entreprises ou les organisations les trouveront là où il faut. Il faut un volontarisme et puis il y a un sujet davantage compétitif, comme on disait tout à l'heure, comment on fait pour pouvoir avoir en France des conditions de production qui soient compétitives avec le reste du monde, parce qu'on a besoin de souveraineté, mais on ne peut pas l'avoir à n'importe quel prix. Donc il faut vraiment trouver des équilibres. Un petit complément. C'est vrai qu'on est aujourd'hui rentré dans une ère où il y a des zones géographiques, enfin de tensions géopolitiques qui se jouent quasiment à l'échelle des continents. Et que nous, on est dans un continent qui s'appelle l'Europe, et que c'est sans doute, d'un point de vue théorique, la bonne échelle économique, en tous les cas, celle qui est la plus pertinente dans la plupart des cas. Après, on rencontre 2 difficultés là-dessus. C'est que, avoir une politique de souveraineté, c'est pas dans les traités européens. Alors, dans la pharmacie, par exemple, on commence à avoir des initiatives avec le dialogue structuré, en se disant que ce serait bien que quand même sur une certaine liste de principes actifs, de molécules qui rentrent dans nos médicaments, on assure une sécurité de production au niveau de l'Europe, et on est en train de travailler pour établir cette liste. On va mettre des mois, les Américains ont mis quelques jours. Enfin, l'échelle de temps, c'est 100 jours aux États-Unis. J'espère que ce ne sera pas 100 mois pour nous. Et ça, c'est lié à notre gouvernance, à notre histoire, à la façon dont on a construit l'Europe, les traités sont construits. Je crois que le mot souveraineté ne figure pas dans les traités européens. C'est notre histoire. Et c'est quelque part logique. Mais quand on a une question de souveraineté économique, on se rend compte dans ces cas-là tout le temps qu'il va falloir à l'Europe pour réarmer ses concepts, ses politiques et les moyens qu'elle donnera derrière. Et ce temps sera sans doute trop lent, en tous les cas par rapport au sujet qu'on a en France sur la désindustrialisation, et notamment la tension et la fracture territoriale qu'on vit, et qui a été très manifeste dans les Gilets jaunes.
Donc le premier point, je dirais, c'est que l'Europe va y aller certainement, mais avec son échelle de temps, avec son histoire, je reviens, on n'échappe pas à l'histoire collective qu'on a, et que cette échelle de temps n'est pas compatible avec les besoins qu'on a en France. Le deuxième point qu'il ne faut pas oublier, c'est ce que Agnès soulignait, c'est que la France a plus désindustrialisé que n'importe quel autre pays européen. On ne peut pas demander à l'Europe de trouver une solution pour un problème qui est spécifiquement français. Il faut aussi qu'on se prenne en main. Voilà. Et donc, ces deux éléments-là font une dialectique compliquée entre qu'est-ce qu'on peut attendre de l'Europe, à quelle échelle de temps, qui est la bonne dimension économique. En fait, on est en lutte avec la Chine, les États-Unis sur des guerres commerciales qui se passent à cette échelle. Et qu'est-ce qu'on peut faire au niveau français vu notre spécificité? Pas facile. Non, juste deux petits points qui peut nous rendre peut-être optimistes sur l'Europe. Moi, je sors de mon précaré, mais il y a une politique industrielle européenne qui a formidablement bien marché dans l'histoire. Finalement, c'est par rapport à cette notion de souveraineté, c'est la politique agricole commune. Donc, ça montre que il y a un certain génie peut-être européen. Il y a aussi des instruments qui peuvent quand même nous rendre optimistes pour l'avenir, quoi. Complètement. 1965. Hein. Alors, ça a mis un peu de temps, quoi, à monter en puissance. Jusque... Sachant que du coup, je me permets peut-être un petit commentaire avant de prendre une première question du public. Est-ce que maintenant, la séparation entre justement primaire et secondaire est aussi évidente? Je prends des exemples de start-up et d'entreprises maintenant qui font quasiment de la culture industrielle au sens voilà, qu'on avait. Donc, est-ce qu'on pourrait capitaliser sur justement ces politiques efficaces dans d'autres secteurs pour les adapter à un domaine comme l'industrie? Par exemple, on parlait d'environnement local. J'ai en tête un exemple de start-up, par exemple, qui fait de la culture en container, ce qui est quelque chose automatisé en plus, donc de quasiment industriel. Est-ce que, voilà, comme on le disait au début, Industrie 4.0, ce n'est pas forcément une définition bien placée. Est-ce que secteur primaire et secteur secondaire sont aussi des définitions qui sont désormais mal placées? À l'évidence, enfin, quand on regarde, je parle juste de la France, pas de l'Europe. Quand on a mis en place les statistiques secteur primaire, secondaire, tertiaire, après la Seconde Guerre mondiale, c'est super sympa, ça faisait 30% chacun à peu près. D'accord ? Aujourd'hui, l'agriculture, c'est moins de 3% de la population active. De 30 à 3%. L'industrie est montée à 30% autour de 1975. Elle est autour de 10% aujourd'hui. Avec les gains de productivité, on ne sait pas si elle va, ou la réindustrialisation, l'un dans l'autre, on ne sait pas si ça va augmenter ou ça descendre. Et puis les services sont montés à 80%. Donc oui, on a une façon de repérer, alors là elle est grossière, hein, c'est les trois secteurs, mais elle est assez illustrative de notre démarche, qui n'est plus adaptée à l'économie qu'on a aujourd'hui. Si on prend juste l'industrie, d'accord, 10 à 12% du PIB, si on prend l'industrie élargie, c'est-à-dire les services à l'industrie, les gens qui, pas l'industrie qui fait du service, mais l'industrie qui achète des services pour faire fonctionner. Ça peut être de la donnée, ça peut être du nettoyage, ça peut être de la maintenance. On monte à 20-25%. Donc notre thermomètre ne correspond plus à la réalité de notre tissu économique. Et bien ça, c'est 40 ans de désindustrialisation. On s'est tellement désintéressé du sujet qu'on l'a tellement peu regardé qu'on ne sait même pas quelle température il a, tout simplement. Désindustrialisation et puis aussi externalisation, de stratégie d'externalisation des entreprises. Je pense à l'intérim aujourd'hui qui ne rentre pas dans les catégories des effectifs industriels. Ce qu'il faut aussi les comparaisons lorsqu'on parle de déclin de l'emploi industriel versus explosion de l'emploi des services. Votre question sur la catégorie des services, aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est devenue tellement hétérogène que ça ne veut plus dire grand-chose. Oui, bien sûr. Je comprends, mais comme on disait, on n'échappe pas à sa culture. Donc, Alors, on va peut-être prendre une première question du public qui m'est parvenue, qui, à mon avis, était assez large et qui résumera bien notre discussion, qui est: quels sont les objectifs de développement durable que l'industrie doit s'engager à atteindre dans la décennie de l'action? Donc, je vois ici un petit peu à la fois l'idée de chiffrage, de comptabilité. Voilà, il va bien falloir se fixer des objectifs et donc des façons de les mesurer et de les atteindre. Et en même temps, cette fameuse décennie de l'action, on en parlait, les échelles de temps difficiles à concilier, probablement dans beaucoup de domaines. Donc voilà, selon vous, quels sont ces objectifs de développement durable? Selon qui se sent, ouais. Quand on regarde le récit entre l'industrie et l'environnement, il est aujourd'hui un récit de contradiction, d'opposition. L'industrie, ça pollue, ça prélève des ressources naturelles. Voilà. Et là où on a une histoire à reconstruire, un récit à refaire, c'est montrer comment l'industrie contribue à nos enjeux environnementaux. Donc je vais en lister 4. Le CO2,
L'industrie, c'est à peu près 15 à 20% des émissions, mais si vous me permettez le raccourci, c'est 100% des solutions. Il n'y aura pas de bâtiment zéro carbone s'il n'y a pas de solutions industrielles, c'est-à-dire en nombre économique, qui permettent de le faire. Et de réhabiliter les anciens comme de construire de nouveaux. Si on prend l'économie circulaire, les rebuts industriels, c'est-à-dire le déchet qui est dans le processus, c'est quoi? C'est 10 à 15% de la matière. 90% de la matière qui est transformée par l'industrie, elle est dans ce qu'on utilise, dans la voiture qu'on utilise, dans le bâtiment. Et donc l'économie circulaire, même chose. L'industrie va devoir baisser son empreinte environnementale, mais elle est surtout une source de solutions fantastiques pour être capable de réutiliser ces matériaux, en faire de nouveau. Jusque-là, l'histoire se raconte bien. Il y a deux sujets sur lesquels c'est un peu plus compliqué. La pollution. L'industrie s'est transformée de la matière avec de l'énergie. Ça a des impacts environnementaux. Là-dessus, je pense qu'on a un discours à faire dans les 10 prochaines années sur arrêter une hypocrisie collective. C'est mieux de faire une pollution qui est quelque part inévitable. Il faut la réduire, bien entendu. Mais dans un pays où il y a des règles et où elles sont contrôlées, que dans un pays où elles ne le sont pas. Cacher cette pollution que je ne saurais voir. Dans la délocalisation de la pharmacie, il y a une partie importante, notamment sur les molécules actives. C'est des molécules qui chimiquement sont très actives par leur nom, et donc il faut bien les faire dans des processus qui sont denses en énergie. Eh ben, on les a délocalisées parce que les règles environnementales, souvent de l'endroit où a été relocalisée cette production, étaient un peu plus tolérantes ou moins vérifiées. Donc là, on a un discours un peu de vérité, d'arrêter l'hypocrisie. Il y a un dernier point sur lequel je pense qu'il y a encore une contradiction qui est beaucoup plus difficile à lever dans les 10 prochaines années. Si on veut réindustrialiser, si je parlais de 50 milliards de PIB supplémentaires, c'est combien d'hectares à artificialiser? Et ça, c'est pas évident. C'est-à-dire que sur la biodiversité et sur les questions d'occupation de l'espace, si on veut réindustrialiser en France, refaire du Made in France, comment on va jouer cette carte-là? Aujourd'hui, dans les territoires, on en parle peu dans nos politiques nationales, mais dans les territoires, l'un des points clés pour développer l'industrie, c'est trouver les hectares pour mettre les usines. Ça peut vous paraître, ça peut faire sourire, mais c'est la réalité vécue dans tout l'ouest de la France. Il n'y a plus d'hectares pour de l'outil productif. Et cette tension-là, elle est un peu compliquée et j'ai pas de clé. C'est-à-dire, il n'y a pas d'explication aujourd'hui. Le seul truc, c'est on sait dans l'automobile qu'aujourd'hui, on fait 2 fois plus de voitures avec 2 fois moins d'espace parce qu'on compacte les lignes. Donc, est-ce que ce mouvement-là va se faire dans toute l'industrie? Est-ce qu'on va finalement arriver à une occupation d'une tribu productive qui sera plus faible qu'avant? Peut-être, mais c'est un gros point. Voilà les 4 sujets, à mon avis, qui ne sont pas des éléments de réponse, mais des orientations vers lesquelles on peut essayer de faire ces réponses. Très bien. Je vais peut-être rebondir sur 2 points qu'a cité Olivier. Le premier, c'est on est quand même avec un nombre de règles et d'objectifs nationaux très importants. La réglementation en matière de CO2, elle est sérieuse, elle est réelle. Et donc, je pense que sur le sujet de la décarbonation de l'industrie et également sur les sujets de biodiversité, de toutes les façons, les entreprises vont devoir toutes contribuer, tous les sites sans exception vont devoir contribuer parce que la France a pris des engagements nationaux et internationaux qui, encore une fois, sont sérieux. Puis comme on voit que maintenant, on se met à avoir des jugements en plus et des décisions de justice qui condamnent l'État pour écart par rapport aux engagements qu'il a pris dans les textes, on voit bien qu'on est vraiment dans un système où tout le monde va devoir contribuer à l'atteinte de ces objectifs qui sont, quand on les regarde en détail, extrêmement, extrêmement ambitieux en matière notamment de CO2 pour l'instant. Le deuxième sujet sur lequel je veux rebondir, parce que je crois qu'il est très, très, très important, c'est le sujet finalement des indicateurs, le sujet de l'empreinte, du cycle de vie. Comment on calcule l'empreinte en France d'une voiture? Est-ce que cette empreinte est différente? Alors, empreinte, c'est un mot justement qui a une définition précise, mais comment on compte ce que rejette une voiture selon qu'elle est fabriquée en France ou en Chine ou en Allemagne ou ailleurs? Comment on compte son cycle de vie?
Tous ces sujets-là aujourd'hui sont très codifiés. Il ne faut pas qu'on arrive à des situations absurdes où on fait un certain nombre de choses parce que les indicateurs nous conduisent à les faire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas qu'on se dise qu'on préfère avoir des usines de voitures hors d'Europe parce que si on a les usines en Europe, alors notre compteur à émissions CO2 va être plus mauvais parce qu'en fait, que la voiture soit fabriquée en Chine ou en France, l'émission, on a un seul ciel et donc le CO2, il sera produit de la même façon et il sera peut-être produit de façon plus large d'ailleurs en Chine que si la voiture est produite en Europe. Et donc ces questions-là qui ne sont pas encore réglées, pour des raisons évidentes, c'est très compliqué, il y a des enjeux économiques, diplomatiques absolument vertigineux derrière, mais c'est des sujets qu'il va falloir décanter progressivement, sinon on va se retrouver finalement avec des choses pas explicables et avec une opinion qui ne va pas accepter finalement des règles très contraignantes, puisque c'est vers ça qu'on va, alors qu'elle va avoir le sentiment que certains autres pays, certaines populations y échappent complètement. Donc je pense qu'en matière de transparence et de démocratie, on a l'obligation dans le futur d'attraper plus ces sujets qui pour l'instant sont des sujets très techniques et juridiques. Très intéressant. J'aurais peut-être du coup une dernière question à vous poser à peu près à tous avant qu'on termine, qui est à mon avis assez compliqué. C'est-à-dire qu'on sort d'une pandémie, un plan de relance a été mis en place et l'industrie, à mon sens, selon comment la France l'a découpé, a deux grands volets à sa table, que sont l'environnement et la cohésion, qui ont justement été très bien dotés, très bien dotés, ça c'est la question un petit peu que je voulais vous poser, dans le plan de relance français. Est-ce que, voilà, pour revenir à l'idée d'une industrie 4.0 plus sociale, potentiellement, est-ce que c'est assez ambitieux en termes de somme, en termes de moyens, en termes peut-être de fléchage? Est-ce qu'on est dans une bonne dynamique ou est-ce que finalement, à votre sens, ce qui a été fait à la suite, ce qui est en train d'être fait à la suite de la crise pandémique, c'est pas assez et il faut encore aller un petit peu plus loin? Monsieur Château. Oui, pour ouvrir peut-être la réflexion, effectivement, un sujet très compliqué. Je dirais, c'est vrai qu'effectivement, on a souvent l'habitude de parler quantité plutôt que de qualité quand on détermine une politique en France. C'est vrai que, pour reprendre les chiffres de la formation, on investit 32 milliards sur la formation et on s'aperçoit au bout du bout qu'on a des problèmes de compétences dans le pays. Donc je pense qu'il faut aussi raison garder sur des chiffres, 50 milliards, 100 milliards, enfin je veux dire, la manière avec laquelle on va les dépenser, la manière avec laquelle on s'y prend. Je crois qu'il faut plutôt traiter les sujets sur lesquels on va traiter, comment on va doter les entreprises d'outils qui vont leur permettre effectivement d'améliorer leur cohésion et d'améliorer leur empreinte carbone. Je crois que c'est plutôt dans cet accompagnement-là qu'il faut se diriger, plutôt que de dire on a dépensé 50 milliards parce qu'on a refait les façades et qu'on a réisolé 3 façades d'administration, 5 toits d'entreprise. Et voilà, je pense que on se trompe de sujet si on commence à quantifier les choses de cette manière-là. Et donc je trouve qu'il faudrait plutôt aborder le sujet sur quel type d'outils, quelles sont les modalités, où on est aussi efficace dans cette action, penser peut-être aussi bas carbone dans cette mission d'accompagnement et comment on réfléchit plus à des démarches innovantes, à de l'éco-conception. Pour rebondir un petit peu sur ce qui était dit tout à l'heure, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que les dirigeants d'entreprise sont assez mal formés sur les démarches d'éco-conception, c'est-à-dire à partir du moment où il conçoit la production d'un produit, comment il est accompagné pour, sur toute la chaîne de valeur, avoir une démarche bas carbone sur toute sa chaîne. Donc en fait, il ne fait que avoir l'impression de courir après le temps, de mettre des rustines un peu partout au fur et à mesure où la réglementation sort, alors qu'il n'est pas accompagné sur une démarche transversale. Donc c'est pour ça que je trouve que quand on fait une politique, les politiciens, je comprends, les pouvoirs publics ont besoin de donner des chiffres, ont besoin de faire des annonces, mais je trouve qu'on devrait être beaucoup plus sur les aspects modalités et sur les aspects efficacité, et se poser des questions d'efficacité sur le sujet plutôt que de la quantité. Voilà pour... Bien sûr. Peut-être par rapport à cette question d'objectif, de quantité. Je rejoins ce qui a été dit sur l'accompagnement absolument clé. Et l'accompagnement, ça ne coûte pas si cher, en plus. Et je vais mettre aussi en complément, vraiment. Il me semble que ce qui nous manque cruellement, c'est un récit, c'est-à-dire que cette industrie 4.0 du futur social qui est en train de naître,
si on ne la raccroche pas au récit économique de notre pays, on ne la fera pas et on passera une deuxième fois à côté. Alors, ce qu'on a esquissé aujourd'hui, c'est que finalement, raccrocher cette industrie à la cohésion, ça marche. On sait parce que c'est de l'activité pérenne, des emplois qualifiés dans les territoires qu'on a rendu exsangues en concentrant l'activité sur les grandes métropoles par une politique plutôt de services et de services à haute valeur ajoutée. Ça marche bien. Le récit, on l'a aussi sur la souveraineté, encore une fois. Avoir une souveraineté, c'est avoir aussi une souveraineté économique, et l'industrie y contribue. Là où le récit n'est pas construit encore, et qu'on a essayé de le faire, c'est comment est-ce que cette industrie devient contributive à ce projet collectif qu'on a de développement durable. Voilà. Et plus que des moyens aujourd'hui, je pense qu'il faut, c'est qu'on construise un récit collectif. Vous avez compris que j'adore l'industrie, mais je pourrais admettre que ce secteur soit éclipsé pendant 20 ans parce que la nation n'en a pas besoin. Et tout ce qu'il faut, à mon avis, aujourd'hui, c'est expliquer pourquoi notre projet collectif a besoin de cet outil économique dans la réalisation de ses enjeux propres, de ses objectifs, cohésion, souveraineté, transition écologique. Les deux premiers, ça colle bien. Le deuxième, on n'a pas le récit encore. Et tant qu'on n'aura pas le récit, on n'aura pas les moyens. Quand vous allez devant des citoyens et vous leur dites « je vais baisser les impôts de production » ou « je baisse la TVA », si vous ne leur avez pas expliqué à la base à quoi ça sert l'industrie et la production dans leur pays, ils vont dire la TVA. Et donc, voilà. Et ce récit-là, il est essentiel. Les moyens viendront après. Bien sûr. Très très clair. Et je pense que ça va faire une parfaite conclusion à notre table ronde, parce que vous mettez en avant, c'est ce que je retiens un petit peu de l'échange qu'il y a eu ici, un nombre de transitions qui est relativement important, voire même hallucinant. On en a parlé la plus importante, peut-être la transition écologique, mais il y en a vraiment d'autres. C'était l'enjeu ici, la transition sociale. Et en fait, on a besoin de conciliation. C'est l'idée principale sur laquelle j'axerais ce que vous avez pu présenter ici. Concilier transparence et démocratie, c'est ce que vous disiez, Madame Audier, justement sur votre dernière intervention. Une démarche transversale entre les acteurs locaux, mais des acteurs aussi globaux, qui doivent être embarqués dans un récit. Je pense que c'est le mot qui conclura bien notre échange. Un récit qui est encore à construire. Et vous avez donné ici pas mal de pistes, que ce soit par l'éducation, que ce soit par la réglementation, que ce soit par la cohabitation entre différents acteurs. Voilà, un récit qui est à construire. Et je vous remercie d'avoir pu participer à ce débat avec nous tous ici. Et je vous retrouve très prochainement pour la prochaine table ronde donc, de cette journée co-organisée par les Arts et Métiers et l'Institut Open Diplomatie.